Non, Radio Grenouille ne s'est pas installée dans les tribunes du Vélodrome pour vous retransmettre le dernier match OM-PSG, où ici, à Marseille, nous avons tous cru, il y a peu, à la victoire de l'OM face au PSG. Un PSG resté imbattu devant l'Olympique depuis quand même le 27 novembre 2011. Non, c'est au MUSEM que nous émettons cette émission, car le foot y est à l'honneur jusqu'au 4 février. Alors, nous avons convié deux grands amateurs du foot et habitués des ondes radiophoniques, Hubert Artus et Vincent Duluc. Et nous leur avons proposé à chacun de choisir une qualité de jeu incarnée dans une équipe, une qualité de tribune incarnée dans un club et une qualité d'arbitrage incarnée par un arbitre ou un match de foot dans l'histoire du football. 45 minutes d'émission, soit une mi-temps, décomposée donc en 3 séquences et rythmée par des tirs au but. L'un et l'autre se disputeront un jeu, une tribune et un arbitrage. Pour les séquences de tirs au but, chacun a préparé une série de questions espérant que l'autre ne puisse y répondre. Ambiance foot, donc, sur les ondes de Radio Grenouille. Avec donc Hubert Artus. Hubert Artus, qui est journaliste pour Lire, Marianne, Cosette et Paris Première. Il est auteur de Galaxy Foot, dictionnaire rock historique et politique du football. Et oui, très bien. Publié aux éditions Don Quichotte. Et puis de Pop... et en poche aux éditions Point. Et en poche aux éditions Point depuis 2014. Et puis du livre Pop Corner, la grande histoire de la pop culture 1920-2020. 2020, comme ça j'ai pris de l'avance. Également aux éditions. Et bonjour à toutes et tous. Bonjour Et Hubert. au public ici. Et Merci puis, d'être venu. avec nous, Vincent Duluc. Bonjour Vincent Duluc. Bonjour. Alors Vincent Duluc, vous êtes journaliste sportif au sein de la rubrique football du journal L'Équipe depuis quand même 1995. Et puis, vous intervenez régulièrement dans des émissions de débat sur le football, telles que 100% Foot sur M6, où on refait le match sur RTL. Et puis, vous avez publié quand même de nombreux ouvrages, dont le plus récent, paru aux éditions Stock en 2016, il me semble, intitulé Un printemps 1976, notamment sur l'épopée de l'AS Saint-Étienne en Coupe d'Europe 1976. Alors donc, pour cette première partie, nous allons parler du spectacle sur le terrain. Les équipes, leur type de jeu. Et vous avez donc chacun choisi une équipe. Hubert Artus, vous avez choisi la formation de l'Olympique de Marseille 1990-1991. Vincent Duluc, vous avez choisi un tout autre esprit, un tout autre type de jeu. Oui, je suis indifférent à l'histoire éternelle de l'avantage de l'OM de jouer à la maison. Vous avez choisi l'Ajax Amsterdam 1970, oui. Football Total. Football Absolument. Yeah. Alors, pour savoir... Je savais très bien ce que prendrait Vincent Duluc. Pour savoir qui de vous deux va commencer, nous allons procéder à donc un tirage au sort. Vous devez choisir pile ou face. Ah mais face. Allons-y. C'est pile. C'est donc Vincent Duluc qui va commencer avec donc Ajax Amsterdam, Football Total 70. Et Hubert, il faudra réussir à reprendre le ballon, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? En fait, j'ai choisi l'Ajax parce que aux embellies ponctuelles ou aux philosophies même durables, je préfère les révolutions. Et l'Ajax, c'était une révolution profonde du jeu qui survient à la fin des années 60, après une décennie très italienne marquée par la supériorité de l'Inter Milan d'Herrera, qui était vraiment un football extrêmement défensif, très peu soyeux. Et l'Ajax arrive vraiment comme une révolution. C'est une révolution qui est faite par un entraîneur qui s'appelait Rinus Michels, qui avait besoin d'un prolongement de son cerveau sur le terrain, qui était le Yougoslave Velibor Vazovic, qu'on verrait plus tard en France entraîner l'OM
Et Angers. Ouais. Non, le PSG et Angers, pardon, pas l'OM, évidemment. C'est le PSG-OM qui m'a fait. Ah, il y a une faute. Mais alors, je vais rebondir du coup dessus, parce que justement, ce football total, qui dit football total dit effectivement J'ai pas dit encore, révolution. Non, mais c'était la philosophie qui a été annoncée par notre animateur. C'était football total. Effectivement, c'est ça. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Alors effectivement, ça, c'était valable. Je regrette que ce ne le soit plus maintenant, mais c'était valable à l'époque des années 70 où il n'y avait pas encore autant de dopage que maintenant et où le football n'était pas un sport aussi athlétique que maintenant, où les entraînements n'étaient pas pareils, les matchs du coup étaient plus lents. Ce qu'il y a bien avec l'évolution dans certains clubs, dont l'Olympique de Marseille, de ces années-là, c'est que, bon, à mon sens, le 1990-1991, c'est, d'un avis assez unanime, un des plus beaux effectifs d'Europe. Il y a Olmeta dans les buts, il y a Cantona en attaque, il y a quand même au milieu, il y a quand même Stochkovic, Fournier, Pardo, Waddle, Pelé. Il y a Amoros, Dimeco, Boli, Moser, Casoni en défense. On a une défense de fer qui n'est pas romantique. C'est plutôt, on casse du tibia, limite, mais c'est solide. Et après, tout ce qui vient après, justement, là c'est de l'élan, là c'est de l'artistique, là c'est du poétique. Ouais, et à mon sens, c'est l'alliage du pragmatisme en défense avec l'élan offensif, avec un entraîneur qui est à mon sens tout aussi fou dans le sens artistique du terme que Rinus Michels, c'est Raymond Goethals. Il y avait Franz Beckenbauer au début de cette saison-là, c'était le foot business triomphant mais qui a échoué. Franz Beckenbauer abandonne en cours de saison et c'est Raymond Goethals qui vient pour sa première des 2 sessions. C'est intéressant que tu essaies de rattacher à cette épopée des noms d'entraîneurs, parce qu'on sait très bien que le véritable entraîneur était le 3e en fait. Que le véritable entraîneur en fait était Bernard Tapie qui agrégeait toutes les conceptions de jeu. Pas entièrement avec Goethals, c'était le seul avec qui de ses entraîneurs officiels et des entraîneurs souterrains qui l'appelaient la nuit pour dire qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'il faut faire jouer avec un tel, etc. Et après effectivement il réveillait le Belge en pleine nuit dans son hôtel au bout du Prado. Au tout début. Et lui disait, à la fin il arrivait. Voilà à quoi j'ai pensé. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le football total, effectivement, encore une fois, c'est la révolution. Jusque-là, le foot était assez clair. Il y avait des défenseurs, il y avait des milieux, il y avait des attaquants. Avec l'Ajax Amsterdam, les attaquants étaient capables de faire le travail des défenseurs et les défenseurs de faire le travail des attaquants. Tu as dit que c'était un football qui n'était pas très athlétique, mais au contraire, c'était le premier football vraiment athlétique et vraiment moderne, parce que justement, la capacité de chacun d'occuper le poste de l'autre faisait que chacun dépassait sa fonction, ne restait jamais dans sa zone, et faisait comme ça des allers-retours invraisemblables. C'était physique, mais quand on regarde ces matchs-là, et toi comme moi, j'imagine qu'on retombe sur des rediffusions récemment, régulièrement, on les regarde, tout comme peut-être toi et moi, on a aussi comme point commun qu'on regarde régulièrement, alors ça fait du mal, hein, le France RFA de 1982, qui est une grande épopée, qui se finit mal à la fin. Comme d'ailleurs, il m'est arrivé de regarder cette fameuse finale de Bari, la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, qui ne s'appelait pas encore la Champions League en 1991, où l'OM va en finale. Et ils perdent. Après avoir en quart de finale éliminé le Milan AC, avec un match nul 1-1 à Milan, et cette fameuse reprise de Waddle sur la droite au match retour. Ils éliminent le Spartak Moscou, je crois, en demi-finale. Et c'est ce qu'on voit de plus beau un an après la Manvata. Et le point commun, c'est que c'est un football romantique, c'est un football aussi de magnifiques perdants, même si ton Ajax Amsterdam a gagné des Coupes d'Europe des clubs champions. Mais l'Ajax a gagné 3 Coupes d'Europe de suite, a perdu la finale 69 pour apprendre contre le Grand Milan 4-1, mais a gagné 3 finales de suite, en 71, en 72, en 73. Et l'Ajax, c'était pas seulement une conception du foot, c'était la révolution avait un visage. Et que le visage de cette révolution était celui de Johan Cruyff, qui était juste un joueur absolument fantastique. Et en plus, ce qui s'attache à cette révolution, c'est aussi l'image. C'est l'image de ces maillots blancs avec une grande bande rouge au milieu, sans publicité, sans rien, quasi virginal. Et puis c'est surtout que les premiers footballeurs qui a idée longue avait également les cheveux longs. Les roux flaquettes, c'était une image fantastique. Le football total, ça existe toujours? Le football total existe toujours, mais c'est devenu un petit peu... Comme la révolution a eu lieu avant, après il n'y a eu que des adaptations.
C'est-à-dire que, mais aujourd'hui, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, on voit bien que les latéraux, parfois, sont des ailiers. Mais ça, c'est un héritage de l'Ajax. Mais il y a un héritage, même si on ne peut pas forcément l'appeler révolution. Et je dis toujours, là, en fait, en football, la révolution, c'est une ligne qui va d'Amsterdam à Barcelone. Parce que football total inventé, comme Vincent le dit, Johan Cruyff, qui est le meneur de jeu de cet Ajax d'Amsterdam-là, il va aller jouer au FC Barcelone dans la deuxième partie des années 70. Il va apporter aussi un peu de ce football-là. Et après, il va devenir l'entraîneur de ce club-là en 1992, qui va d'ailleurs avec lui gagner sa première Coupe d'Europe des clubs champions, un an avant l'Olympique de Marseille. Là encore, on retrouve des liens. Là encore. 92, le FC Barcelone de Cruyff, football total, qui gagne. 1993, l'Olympique de Marseille qui gagne la même Coupe d'Europe. Marseille aussi a perdu avant de gagner. Barcelone avait perdu avant de gagner. C'est la différence entre la ressemblance et la coïncidence. Mais cette OM quand même des 90-91, donc elle perd. Mais comment on pourrait qualifier son jeu? S'il fallait le qualifier, comment tu le qualifierais? Normalement, c'était ma question à la fin pour le piéger. Alors, c'est simple. De toute façon, c'est un football qu'on voit plus maintenant. C'est 5-2-3. Alors 5 défenseurs. A priori, c'est plutôt défensif. C'est pas beau, c'est pas romantique. C'est un peu genre du football à la Panzer Division. Et ben non, parce qu'il y a que 2 milieux de terrain qui vont porter directement vers l'avant. C'est Pardo et Fournier. Alors il y a l'aboyeur Pardo qui est à la fois la sentinelle mais qui allait rapidement vers l'avant, et Fournier qui ensuite ou avant, je sais plus, a joué au PSG. Et puis il y avait Papin, Pelé, Waddle avec Cantona qui à ce moment-là n'est que remplaçant. C'est quand même l'OM qui peut se permettre de renvoyer, de prêter Didier Deschamps, qui appartenait à ce moment-là à l'Olympique de Marseille. Il le prête à Bordeaux, il va revenir après, et c'est le capitaine, c'est lui qui brandit la Coupe d'Europe en 93. Et il transfère Enzo Francescoli, qui est un des 2 ou 3 plus beaux joueurs qu'on a pu voir dans le football des années 80. Je viens à ton secours, la vraie équipe romantique qui est fantastique, c'est l'OM de 90. J'étais au Vélodrome pour la demi-finale aller contre Benfica. C'est un des plus beaux matchs européens que j'ai vu dans une des ambiances les plus fantastiques. Donc là, oui, la vraie équipe romantique, c'est celle-là. Avec cette fameuse main de Vata, suite à quoi Bernard Tapie dira « Je sais comment on gagne le football maintenant », sous-entendu « Je sais comment on peut éventuellement acheter des arbitres ». L'année d'après, ils vont en finale. Et en 93, il gagne. Enfin, Vincent, là, vous laissez, vous êtes sur le terrain de l'OM, là, c'est pas possible. Pas du tout. Je fais la différence entre effectivement comme j'ai dit au début, une embellie et quelque chose qui a changé le foot. Parce que là où Hubert est venu lui-même à mon secours, c'est que tout ce qui est arrivé dans le foot depuis 1970 est en fait une suite de l'Ajax. C'est-à-dire que la plus grande révolution du jeu depuis 20 ans, c'est celle de Barcelone. Et le Barcelone, c'était le Barcelone de Cruyff. Et si c'est le Barcelone de Cruyff, c'est parce que c'était le Cruyff de l'Ajax. Et tout ça, c'est une espèce de continuité qui change complètement la face. Coupe d'Europe en 92, c'est Cruyff l'entraîneur, Pep Guardiola le capitaine, Pep Guardiola qui après sera l'entraîneur du FC Barcelone avec Messi, etc. Mais est-ce que ça veut dire qu'avec cette idée du football total, finalement, ça ne se repose pas sur un joueur, comme par exemple là, il y a Neymar qui arrive au PSG. Il faut toujours un joueur pour incarner une idée. Il y a un Platini, un Zidane. Il faut toujours. Il n'y a pas de grandes équipes et de grandes épopées, y compris dans un sport collectif, sans 2 personnes au moins. Un entraîneur, parce que c'est lui qui, mine de rien, sauf à l'OM. Et une star. Et dans les grandes années de l'OM, il y avait parfois dans l'ombre un Bernard Tapie, mais je vous garantis que Tapie, et tu le sais très bien aussi, Goethals, c'était un de ceux que pouvait le moins faire chier Tapie, parce que Goethals avait du caractère. Moi, j'ai vu dans un stade Bernard Tapie faire 2 changements à la mi-temps une fois. Alors oui, c'est arrivé aussi, ça, faut pas se leurrer. Je voudrais quand même avoir votre regard sur football total et le fait qu'il y ait un joueur qui soit un peu fort. Et comment le football total compose avec des joueurs très forts? Est-ce que c'est justement cette idée que finalement dans le football total, les joueurs peuvent, comme vous le dites, changer de place et donc ça ne se repose pas sur un joueur? Ou est-ce que c'est... Mais je pense que c'est comme pour les révolutions. Pour qu'elles passent, il faut que quelqu'un l'incarne. Et à l'Ajax, pour que la révolution du jeu passe, il a fallu que Cruyff l'incarne. Parce que pour que les révolutions, en fait, impriment et se répandent, répandent soit la philosophie, soit ce changement, il faut gagner. Dans le foot, il faut gagner. Une équipe qui perdrait aurait beaucoup de mal à faire en sorte que sa philosophie soit contagieuse. C'est parce que l'Ajax a gagné que l'Ajax a imprimé comme ça. Et depuis, effectivement, le Barcelone a gagné à son tour et a imprimé tout le monde. Et aujourd'hui, moi, la semaine dernière, j'étais à Manchester City-Naples. Et donc, c'était Guardiola, l'héritier de Cruyff, qui entraîne City. Et j'ai eu le sentiment, pendant une demi-heure, d'avoir vu le foot de demain. Bravo, hein. Pile poil à l'arrêt de ces 10 premières minutes, Vincent Duluc. Là, vous m'étonnez, quoi. On voit qu'il y a la maîtrise du temps radiophonique
Sur cette première partie, donc entre Ajax Amsterdam, Football Total et l'OM, moi j'ai quand même remarqué qu'on était beaucoup du côté finalement sur les terrains de l'OM, Vincent. J'espère que vous allez vous rattraper pour une série de tirs au but. Alors j'espère que vous avez la question au piège, mais avant de rentrer dans cette question, on va, j'espère, entendre quelques goals, dont notamment un que j'ai trouvé, c'est un goal de l'archive de Antena 1, qui est radio portugaise. C'est pendant la finale du France-Portugal, et De on va 2016. écouter 2016, Coupe d'Europe, on écoute le commentateur. Championnat d'Europe des Nations. Là, c'est un montage. Réel. C'est un copier-coller, un montage. C'est du réel. Portugal! Portugal chegou à vossa hora! Portugal chegou à vossa hora! Portugal chegou à vossa hora! Críticos! Críticos! Gol de Portugal, Alex! Le lendemain matin, É nosso! É vosso! Je t'aime, Portugal! C'est pour moi! C'est pour toi! C'est pour nous! C'est pour vous! Portugal! Alors je vous avoue que j'ai cherché dans les archives de la radio française pour la Coupe du Monde 98 pour savoir si les commentateurs radio étaient aussi fous dans cette clameur. Je n'ai pas trouvé quand même d'équivalent de ces non, deux, c'est encore plus latin de ces deux journalistes ou latino, c'est... qui s'appellent d'ailleurs Nunos Matos et Alexander Afonso de la Antena 1, qui est quand même assez remarquable. Là, c'est le foot côté radio. Donc, on a d'autres goals, des goals italiens, on a des goals espagnols aussi. Mais pour les écouter, il faudra voir si les buts sont marqués. Vincent Duluc, quelle question pour Hubert Artus? J'ai vu quelques matchs depuis 1991 et je veux savoir si Hubert a l'impression qu'il y a des équipes européennes qui ont essayé de jouer comme Marseille en 91. Qui ont essayé de jouer en 91 comme Marseille. Depuis 91, en se disant tiens, on va essayer de jouer comme Marseille. Ah oui, mais alors en France, ceci dit. Parce que des clubs comme des équipes comme Bordeaux, avec cette base défensive sûre, et puis un football qui va de la même le PSG a joué comme ça. Le PSG, quand il gagne la Coupe d'Europe en 96, c'est avec une très grande défense, un milieu un peu plus cadenasseur, mais qui En va quand jouant même un comme peu vers la- Marseille. Le PSG gagne en jouant comme Oui, Marseille. oui. Enfin, ils gagnent leur Coupe d'Europe avec Le Guen aussi en milieu de terrain défensif, mais qui Oui. peut se projeter vers Mais l'avant. il- Fournier qui joue d'ailleurs assez beaucoup au Il PSG. jouait Et qu'à 4 après, il y a derrière, genre- par exemple. Alors il jouait à 4 derrière, mais enfin c'était un 5 modulable. Enfin oui, bon, 5 derrière. Il y a eu l'Argentine a joué comme ça après. Après, je dis bien même après. Oui. C'est vrai que je pense que les Argentins se sont dit qu'il faut absolument qu'on joue comme l'OM. D'ailleurs. Bon, ça leur a pas porté chance. Ah, Au final. On considère que la réponse quand même est bien trouvée. Bravo Hubert Artus. Le ballon rattrapé donc par Hubert Artus, qui a une question pour Vincent Duluc. Alors là, moi, c'est une question que j'ai préparée pour Vincent. Je suis reparti un peu sur cette idée de vainqueur héroïque, de perdant magnifique aussi, et sur une histoire un peu, on dirait, unofficial du football. Je sais que c'est un truc aussi qui est un peu qui relie Vincent et moi sur notre rapport à la culture foot, à la politique foot. Et tu sais ce que c'est, toi, Vincent, que le bâton de Nasadzi. N-A-S-A-2-Z. C'est l'Uruguayen. Voilà. Alors je dis pour les auditeurs, auditrices et notre public, c'est un trophée, on va dire l'appareil alternatif de champion du monde. Depuis 1930, la première Coupe du Monde qui a eu lieu en Uruguay, et d'ailleurs Coupe du Monde remportée par l'Uruguay. Il y a une Coupe du Monde tous les 4 ans, en gros, sauf guerre mondiale. Mais parallèlement à ça, eh bien, il y a un trophée du nom d'un des joueurs de la sélection uruguayenne d'alors, Natadi. C'est un trophée qui veut que chaque équipe qui rencontre par exemple la première équipe qui a rencontré l'Uruguay après qu'elle ait eu le titre, qui l'a battue, elle a été en possession de ce bâton.
un peu comme comme un témoin. Et depuis, c'est une histoire comme ça qui suit au long cours, qui parfois épouse, parfois quand le Brésil gagne des Coupes du Monde, c'est aussi lui qui Je te vois récupère, venir déjà. machin. Et voilà, donc la question c'est, parce que là pour le coup, parfois on atterrit sur des trucs complètement irrationnels, des tout petits pays qui ont le bâton de l'Asie, parce que sur un match amical, ils ont battu le dernier vainqueur du Brésil ou de la France par exemple. Donc qui est l'actuel détenteur du bâton de l'Asie? Ça s'est passé en septembre 2017. C'est pas très. On avait dit pas de récent. quiz. Alors, Non, mais là c'est une donc, culture, le champion du monde, effectivement, est l'Allemagne. Sa première défaite en septembre en 17, c'est pas en qualification parce qu'ils ont tout gagné. C'est forcément en match amical. C'est une bonne question. Là, je sais que c'est un match amical parce qu'ils ont gagné Ouais. leurs 10 matchs de qualif. Donc, Alors en fait, l'Allemagne avait perdu un match amical contre l'Islande, et en éliminatoire, donc l'Islande qui était devenue du coup détentrice Oui. de ce bâton de l'Asie, et en éliminatoire pour la Coupe du Monde 2018, c'est la Finlande qui a battu l'Islande, et c'est la Finlande qui est l'actuel champion qui est du actuel. monde, un peu Ah oui. unofficial. Voilà, on va Très dire bien. que c'est un but, même si on avait dit effectivement pas de quiz, mais but tout de même. ça, c'est Marseille, ça. Alors nous allons rentrer maintenant dans notre deuxième partie, parce qu'un match de foot, c'est aussi un spectacle, non pas uniquement sur le terrain, mais un spectacle dans les tribunes. C'est un club aussi et un esprit. Et vous avez tous les deux choisi donc un club pour son esprit, pour ses tribunes. Alors Hubert, Artus, vous avez choisi, vous, le Red Star de Saint-Ouen. Exactement. On l'écoute. On l'écoute. Alors là, c'est le stade Bauer du Red Star. Et vous, Vincent Duluc, vous avez choisi le Celtic Glasgow. Alors les chants dans les tribunes, évidemment, You'll never walk alone. c'est important. On pourrait, par exemple, vous faire écouter le chant de Liverpool Qui est le même. Exactement. ou le chant de Panathinaikos. Ou le chant de Napoli. Et puis, une équipe française, par exemple, le chant de Montpellier. Mais donc, là, pour le moment, nous allons parler donc Red Star Saint-Ouen contre Celtic Glasgow. Il va falloir procéder Il y a des points communs en plus. au hein. tirage au sort. Donc, vous choisissez Hubert, pile ou face? Allez, je reste sur ma face. Face. C'est face. Alors, pourquoi j'ai choisi le Red Star, l'étoile rouge? C'est un club de Saint-Ouen, donc en banlieue parisienne. Ça faisait partie de ce qu'on appelait la ceinture rouge, hein, toutes les villes autour de Paris qui avaient été à un moment gouvernées par le PC. Depuis 2014, ça n'est plus le cas, mais jusqu'en 2014, Saint-Ouen était une mairie PC. Et là, dans le champ de tribune qu'on a entendu, le Red Star, c'est à Bauer. C'est le stade Bauer, rue du docteur Bauer, qui était un résistant. L'histoire du Red Star et donc les slogans de son public est viscéralement vissé à l'histoire de l'antifascisme français, de par ce résistant qui a donné son nom à la rue et au stade. Du fait qu'un des footballeurs durant la Deuxième Guerre mondiale, Rino Della Negra, était le jour footballeur amateur, il avait 22 ans, au Red Star à Saint-Ouen, et la nuit, il faisait partie des FTP Moy, et il faisait dérailler, pas des trains, mais des voitures de commando allemands, etc. Et il a été fusillé avec les 17 du Mont Valérien. Alors, il n'était pas sur la fiche rouge de Manoukian, mais il a été fusillé en même temps sur le Mont Valérien, en 1944. L'histoire de Bauer est viscéralement vissée à ça, et y compris tous les chants depuis
de ses supporters, tous les autres chants. Il y a un public de skill antifasciste à Bauer. Clément Méric, le fameux petit jeune militant antifasciste qui a été buté par des militants fascistes en 2013. La seule fois de ma vie où je l'ai vu, c'était justement à Bauer, qui est un stade où je vais régulièrement. C'est mon deuxième club de cœur après l'OM. Hein. Toute l'histoire de ce club, et donc y compris ses chants de tribune, le look de ses supporters, la culture pop de ses supporters. C'est vraiment le jean retroussé, la Doc Martens. Ça va être dur, Vincent. Non, là. pas du tout. Non, parce que d'abord là, dire, pour le coup, il y a des points communs. je veux d'abord dire que c'est un très bon choix, mais c'est pour le coup, ça raconte vraiment une histoire du passé. Parce que le Red Star aujourd'hui, il m'arrive d'y aller. Alors, j'adore aller à Bauer, mais c'est un stade complètement décrépit, qui n'a quasiment plus de supporters, où plus personne ne va. Ça a eu été le meilleur club du bassin parisien, mais le meilleur club français dans les années 20, à l'époque de Chériguès et de joueurs comme ça. Aujourd'hui, il ne représente sportivement plus rien et c'est dommage. Et il a quasiment aucune chance d'être un jour le deuxième club parisien. Ceci refermé, moi j'ai choisi le Celtic parce que de tous les stades du monde, c'est celui où je préfère me trouver, où je préfère aller, c'est celui où on sent le plus le foot et la passion et tout ce qui mêle. C'est le stade du Celtic de Glasgow, c'est le stade des catholiques irlandais. Il m'est arrivé de partir de Belfast en bateau. Écossais, non, peut-être plutôt, non Écossais. Non, irlandais, absolument. C'est un club irlandais. Il m'est arrivé. Absolument, c'est un club écossais, mais supporté par les Irlandais, avec les drapeaux irlandais, avec le trèfle irlandais un peu partout. Et il m'est arrivé de partir le matin à l'aube à Belfast en bateau pour un derby contre les protestants des Rangers. Et de partir à l'aube à chaque match, il y a 5 000 ou 6 000 Irlandais qui partent de Belfast pour aller jusqu'à Glasgow pour vivre ça. Le stade s'appelle le surnom du stade. Le vrai nom, c'est le Celtic Park. Le surnom du stade, c'est le Paradise. Et on sait pourquoi. C'est un truc absolument fantastique. J'y ai vu un soir en Coupe de l'UEFA. On a entendu tout à l'heure le You'll Never Walk Alone, le chant commun de Celtic Liverpool. J'ai vu une demi-finale de Coupe de l'UEFA avec 70 000 personnes dans ce stade. Tout le monde debout sur le siège avec l'écharpe réversible blanche et rouge parce que c'était la même chose. Mais autant dans les autres stades, il y a une espèce de géographie des supporters, enfin de géométrie plus exactement du public et des supporters. Autant là, même les mamies en tribune de presse, elles étaient debout en tribune présidentielle, elles étaient debout sur leur siège à chanter You'll Never Walk Alone et à hurler dans le siège de Glasgow. C'est le plus beau stade en Europe pour sentir le foot. L'attachement au stade, c'est important parce qu'il me semblait que le stade Bauer, le Red Star, à un moment donné, il était question qu'il quitte ce stade. C'est là, effectivement, et c'est là où Vincent a eu raison de me tacler à la régulière, mais c'est un défi qu'il faut relever. Effectivement, le Red Star est en 3e division, en gros, depuis 15 ans maintenant. Il a été en première, puis en 2e division, finaliste de plusieurs Coupes d'Europe. C'est là que Safet Suzic, dans les années 80, a fini sa carrière sportive, qui était avec Francescoli, un des plus beaux magiciens qu'on a vu dans les années 80 en France. Et donc, là, on est en 2017. En 2015, 2016 et 2016-2017, ce club a été en 2e division. Et comme le stade est tout petit, et comme la mairie est passée du PC sur une triangulaire à la con, en plus le PS et le PC étaient en tête au premier tour et ils ne sont pas entendus, les deux listes ne sont pas fusionnées, c'est l'UDI qui est passé premier, mais à quelques centaines de voix près. Il a gelé le projet de rénovation du stade Bauer qui aurait pu le mettre en conformité avec les lois de sécurité et d'aisance et d'accueil pour la 2e division. 2e division et 1re division, Ligue 2 et Ligue 1, c'est des statuts professionnels, ce qui n'est pas le cas avant. Donc les accueils, la sécurité, c'est tout autre chose. Donc du coup, la première des 2 saisons que le Red Star a passé en D2, il a fallu aller jouer à Beauvais. Donc comment se couper de ton public, tu vas jouer à Beauvais qui ne correspond pas à ton terrain sociologique. Et la seconde de ces saisons, qu'il a vu relégué après, ils ont joué au stade Jean Bouin, qui est dans le sud de Paris, qui ne correspond pas non plus à sa zone géographique, même si au tout début de son histoire, début 20e... C'est un bel effort. Je trouve que c'est un bel effort, Hubert, mais en attendant, tu as quand même choisi, au moment où on parle du public, un club qui n'en a pas. Mais ton effort est méritoire. Parce qu'on parlait des supporters, et aussi des tribunes et des chants de supporters, et donc de la fidélité, parce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait personne qui y venait. C'est quand même, dans les stades de 3e division, je regrette, et pour y aller quand même assez régulièrement, il y a quand même toujours 500 ou 600 personnes, franchement, en France, dans les stades de 3e division... Il y a presque autant de monde qu'à Chambly, c'est vrai. Alors,
Non, mais ce mais qui oui, fait la- mais franchement, c'est pas rien. Ce qui Alors, fait la- c'est pas le Celtic, c'est pas le Parc des Princes, c'est pas le Vélodrome parce que rien ne vaut le Vélodrome. Mais, en troisième division, trouver des matchs. Il m'est arrivé d'aller à Bauer. Contre Quevilly ou contre Le Quincy Oui. ou je sais pas quoi, avec 500 visées. Et puis c'est bon, c'est un football qui est pas toujours, je veux dire, c'est pas la brigade du rêve. Hein. Non, C'est non, pas puis en toujours- plus, quand tu es à Bauer, tu vois pas tout le terrain non plus à cause des piliers. Donc voilà. C'est un stade Non, mais- à l'anglaise avec des poteaux en bois et un toit en tôle, C'est- mais il y a qu'un pilier qui. Non, mais parce que ce qui fait quand même Il y a la, qu'un. ce qui fait la force d'un club, c'est la fidélité des ben, supporters là, on l'a, à là, l'équipe, on l'a. quel que soit son niveau quand même. C'est ça qui fait la force d'un club. Absolument, mais justement, ce qui fait la faiblesse du choix d'Hubert, c'est que ce club n'a pas de base populaire suffisante, Ah, malheureusement. non, c'est pas vrai. c'est Il pas a vrai. des sympathisants éloignés, mais beaucoup de sympathisants pour sa cause, mais il n'a Non, pas, mais il a pas une Les base sympathisants populaire. dont je parle, ils sont dans toutes les villes limitrophes du Non, mais 93. sauf qu'ils viennent jamais au stade. On est la seule. Non, c'est pas On vrai. est le seul pays au monde où la capitale a une seule, enfin en Europe, Ouais. où la capitale a un seul club de foot. Et malheureusement, Red Star n'arrive pas à être le deuxième. Mais qu'est-ce qui fait la force pour le coup des supporters de Celtic au-delà de l'ambiance qu'ils arrivent à donner dans le stade? Quel est l'esprit en dehors du stade? Quelle Mais c'est solidarité? c'est le sentiment d'appartenance, mais qui est très fort. C'est le sentiment d'hostilité aussi à l'Angleterre. Les jours de derby entre Celtic, la catholique, et les Rangers, la protestante, les supporters des Rangers arrivent avec des drapeaux anglais, ce qui ferait jamais enfin, britannique, pas anglais, britannique, ce qui ferait jamais le reste du temps. Au contraire, ils voteraient plutôt pour l'indépendance de l'Écosse. Mais par rapport aux Celtics, ils sont ça. Ce qui fait ça, c'est le sentiment d'appartenance. Longtemps, il était absolument impossible qu'un joueur aille de l'un à l'autre. Et le premier joueur qui l'ait fait, c'était Jimmy Johnston, qu'on avait vu à Nantes à la fin des années 80. Et la légende raconte que tous les matins, parce qu'il était passé du Celtic, la catholique, aux Rangers, la protestante, et tous les matins, le laitier, en posant son litre de lait sur son palier, criait « traitor », traître, voilà. Donc ça montre l'ancrage comme ça de ces deux clubs dans la ville. Est-ce qu'ils sont aussi connus pour certaines banderoles ou... Ils sont connus, plus que pour des banderoles, ils sont connus pour des chants qui créent beaucoup de débats sociétaux. Notamment, les Rangers sont des chants, les jours de derby, des chants sur la famine en Irlande, qui sont extrêmement insultants et qui créent des vrais problèmes politiques et des gros troubles de l'ordre les jours de derby. Le Red Star, banderole, du côté des banderoles par exemple? Alors, pareil, il n'y a pas que des banderoles, parce que les banderoles, C'est important comme quand le même Red les Star n'est pas un banderoles. club qui se situe en opposition avec d'autres clubs, il ne se situe pas complètement en opposition avec le PSG, parce que ce n'est pas les mêmes niveaux, ni sportifs, ni économiques, ni récents, il ne faut pas se leurrer. Donc du coup, une banderole sert d'identificateur contre quelque chose. Oui. Ils ont Là, pas donc, de- du coup, il n'y a pas de banderole, mais il y a les chants. Le You'll Never Walk Alone, on le chante aussi à Bauer. Et il y a deux clubs antifascistes où on le chante, c'est le FC St. Pauli à Hambourg, gros club antifasciste, et le Red Star à Bauer, en dehors du Celtic et de Liverpool, qui sont les deux plus grands clubs en termes de public et en termes de masse, de culture populaire et d'empathie, de monde dans les stades. Il y a tous les stades où on chante ce chant-là, qui à l'origine est une comédie musicale américaine que les Noirs s'approprient lors de la lutte pour les droits civiques en 60, qui est reprise par Gary and the Pacemaker et qui arrive en Angleterre comme ça, et qui après arrive dans la culture pop et dans la culture Qu'on rock. trouve à Dortmund aussi maintenant. Et qu'on trouve à désormais. Dortmund maintenant aussi. Oui. D'ailleurs, je crois qu'on va l'écouter. On va Eh oui, écouter il faut. un extrait de ce chant. Et je défie quiconque de ne pas chialer quand on entend ce morceau-là en entier. Je crois qu'on a la version instrumentale de ce chant. Voilà. Ça, c'est la vraie, celle-là. Non, c'est Gary and the Pacemaker. Oui, absolument. C'est la version de Gary and the Pacemaker. C'est cette version qui passe à Liverpool encore. C'est étonnant que deux équipes puissent avoir le même chant. Mais en fait, il y a un débat entre le Celtic et Liverpool pour savoir qui l'a sorti en premier. Mais parce qu'à l'époque, Liverpool était le premier stade où on chantait. C'est-à-dire qu'avant, en Angleterre, personne ne chantait dans les stades. Tout le monde poussait, tout le monde criait. Et Liverpool était le premier chant. Parfois, ils ont balancé des chansons des Beatles et ça partait pas. Et un jour, quelqu'un a lancé la chanson de Jerry les Pacemakers et c'est parti dans le COP et c'est devenu viral. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est arrivé à peu près en même temps au Celtic. Ça joue peut-être à un mois et personne n'est d'accord sur le premier. Et tout un nouveau public a redécouvert ce morceau-là, parce que quand, début 2009, Barack Obama prend l'investiture à la Maison-Blanche, qu'est-ce qu'il fait chanter comme morceau?
par une chanteuse dont, pardon, j'oublie le nom, pas une superstar non plus, mais c'est ce morceau-là. Parce qu'encore une fois, ce morceau-là a été chanté par tous celles et ceux qui marchaient pour les droits civiques. Et ça, c'était avant qu'il passe l'Atlantique. Et Obama le fait chanter en 2009 quand il arrive à la Maison-Blanche. C'est pas pour rien. C'est un air d'Hammerstein et Rogers d'une comédie musicale qui s'appelait Oklahoma. Bah, je pense que là, Vincent, vous êtes bien rattrapé là. Hein. On a carrément terminé sur le terrain de Celtic Glasgow, dans le club Celtic Glasgow. Bien, ouais. Bravo. Du coup, Vincent, une question terrible pour Hubert. Est-ce que la notion de public existera un jour pour le deuxième club parisien? Mais oui, mais non seulement elle existera un jour, mais elle existe encore. Elle n'est pas aussi en masse qu'au Parc des Princes, parce qu'il ne faut pas se leurrer, à quelques rarissimes exceptions près qui sont en Grèce, parfois dans les pays du Maghreb ou au Brésil. Les stades où il y a le plus grand public en termes de nombre, pas le meilleur, hein, le plus grand, c'est les clubs riches. C'est Barcelone, c'est le Paris Saint-Germain, ça peut être aussi Marseille, il ne faut pas se leurrer. Mais le plus grand nombre de publics, la notion de public, c'est le plus grand nombre et le meilleur. Et au Restar, il y a le meilleur. Ouais, mais bon, moi je pense que c'est quand même un but de la part de Vincent, parce que je crois qu'en France, nous n'avons pas quand même la culture avec plusieurs équipes par ville. Et donc on a encore du mal à imaginer qu'il puisse y avoir deux publics pour deux équipes dans une même ville. Il me semble, on n'est vraiment pas dans la situation de l'Italie ou de l'Espagne ou de l'Angleterre. Hubert, une question pour Vincent. Moi, j'ai continué un peu sur le filon culture et foot, et là, pour le coup, je sais que je m'adresse à quelqu'un qui connaît ça et qui, à mon avis, là, pour le coup, c'est pas un quiz et tu vas avoir la réponse. Le football tel qu'on le connaît, c'est né à la fin du 19e. Là, il y avait la Soule, et puis la Soule se sépare en deux, donne d'une part le rugby, d'autre part le foot, en gros. Mais avant ça, il y a eu pas mal de ce qu'on appelait des jeux de pied et de balle. Il y a eu le mob football, il y a eu le Pocatoc chez les Aztèques, il y avait parfois des mises à mort dans ces... Mais alors, ma question à Vincent, c'est quel est le nom du premier ancêtre du football? Donc là, t'as plus de chance. C'est moins difficile que le côté un peu quiz. Non, mais ça n'a rien à voir avec un quiz. C'est une question que personne ne peut connaître, mais ça n'a rien à voir avec un quiz. Là, Je sais pas du tout. J'ai absolument aucune idée. J'aurais dû aller voir l'expo avant d'arriver. Un sport chinois. Oui, ça y est. Non, vas-y. En Chine, moins de 100 ans avant notre ère, avec un ballon qui n'était pas encore en cuir, qui était en fil, en cheveux, un peu tout, un truc rond, et des joueurs qui jouaient un peu en balai avec un filet qui était plus un peu comme au volley. C'était le Cuju. Ah non. C-U-J-U en Chine. Non, vraiment. Le Cuju. Et là, c'est même pas la mémoire qui me fait défaut, c'est la connaissance. Ouais, c'est un demi-but encore, hein, demi-but puisque c'est un quiz, donc pour l'instant. C'est pas un quiz, on m'a dit prépare des questions. Deux demi-buts, cela fait un but chacun tout de même. Alors j'en profite parce que moi j'ai trouvé le premier document historique dont on parle du football. Et en fait la première fois dont on parle du football, c'est pour l'interdire 1584, c'est en Angleterre, alors que notre seigneur le roi s'en va vers le pays d'Écosse dans sa guerre contre ses ennemis et nous a recommandé particulièrement de maintenir strictement la paix. Et alors qu'il y a une grande clameur dans la cité à cause d'un certain tumulte provoqué par les jeux de football dans les terrains publics, qui peuvent provoquer de nombreux maux, ce dont Dieu nous préserve, nous décidons et interdisons, au nom du roi, sous peine de prison, que de tels jeux soient proclamés désormais dans la cité. Et c'est donc 1500. Ça, c'est le calcio florentin. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'historiquement, à la fin du 19e siècle, ce sont les hommes de Dieu et les patrons de la révolution industrielle qui se mettront d'accord pour occuper les travailleurs le dimanche, les soustraire à l'alcoolisme, leur trapasser le dimanche et faire en sorte qu'ils soient à peu près en état de travailler tôt le lundi matin. Il y a toute une histoire politique du foot qui évidemment on peut retrouver d'ailleurs dans cette exposition Nous sommes foot au MUSEM. Mais maintenant nous allons passer du côté de l'arbitrage, car il y a aussi un spectacle de l'arbitrage, ou en tout cas les arbitres d'ailleurs sont souvent sifflés, sont insultés, il y a l'art de l'insulte pour l'arbitre. Et vous avez donc chacun choisi
un style d'arbitrage. Donc, Hubert Artus, vous avez choisi Pierluigi Collina, c'est ça? Et Vincent Deluc, vous avez choisi un match en particulier, Séville, 1982, arbitrage Charles Covert. Charles Corver, le néerlandais, absolument. Avant de lancer la partie, je vous propose d'écouter une archive qui date de 1976. C'est le match France-Bulgarie. Bulgarie-France. Bulgarie-France. C'est Monsieur Foot qui arbitre et c'est Thierry Roland qui commente un penalty qui est sifflé. On écoute. C'est pas possible. C'est pas croyable qu'il accorde le pénalty là-dessus. Mais c'est invraisemblable à 2 minutes de la fin de la partie. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Le tir est fait et puis le gardien rattrape la balle. Il tire au-dessus, je crois. À côté. Eh bien, il y a un bon Dieu, croyez-moi. Eh bien, il y a vraiment un bon Dieu. Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable. Jamais vu un individu pareil. Il devrait être en prison, pas sur un terrain de football. Voilà, par exemple, il devrait être en prison, pas sur un terrain de football. Il faut dire que c'est très gentil, hein, parce que dans les tribunes, on entend des choses beaucoup plus terribles à l'égard des arbitres. On va procéder au tirage au sort pour savoir qui de Hubert et de Vincent commence. Vincent, vous choisissez quelle face? Pile ou face? Face. Face. C'est pile. Hubert, Artus, qui Alors, commence? donc moi, j'ai voulu me... parce que l'arbitre, c'est vrai que c'est aussi un acteur du match. Quelque part, ça devrait pas, mais ça devrait quand même. C'est lui qui arbitre, c'est lui qui fait autorité, mais il doit aussi se laisser développer le jeu. C'est difficile d'être un bon arbitre pour des raisons qu'on connaît tous, parce qu'on peut être à quelques centimètres de l'action et ne pas avoir une faute, ou trop la voir, ou se laisser influencer. On peut vouloir intervenir sur le jeu, on peut vouloir trop couper, on peut privilégier la lettre et la loi et pas l'esprit. C'est toujours difficile de faire la différence entre l'esprit et la lettre. Et pour ça, il faut avoir de l'autorité et de la présence. Et Collina, il avait tout ça. Enfin, il a toujours tout ça, sauf que maintenant, il n'est plus arbitre professionnel. Et il arbitrait en gros dans les années 90 et jusqu'à 2000. Et à l'Euro 2000, je me rappelle d'un match entre les Pays-Bas et la République tchèque, où il y avait une faute, on n'était pas certain que ça en était complètement une. Et puis, avec les ralentis, on ne pouvait pas trop savoir. Il y avait Edgar Davids, le Hollandais, et Repka, le Tchèque. On ne pouvait pas trop savoir, etc. Les deux se sont emportés, ont commencé un peu à se battre. Il s'est mis entre eux. Il n'a même pas eu à écarter les bras pour les repousser. Il avait une tronche chauve, alors c'est pas uniquement de la solidarité, hein, une tronche chauve avec des yeux d'une expression, mais on aurait dit un acteur. Il les a regardés mi-menaçants, mi-gentils, genre je connais la vie, je connais le match, vous allez pas me la faire. Les deux se sont calmés et le match est reparti. Mais malheureusement, du coup, depuis, les arbitres français pensent qu'il suffit d'être chauve pour avoir de l'autorité et siffler comme il faut. Et ça ne marche pas. La moitié des arbitres français décident, on se rase le crâne en hommage à Collina, semble-t-il, et ça ne fonctionne pas. Donc tout est de sa faute quand même, originellement. C'est vrai. Parce qu'effectivement, c'est toujours pareil. Il y a un type qui incarne alors la révolution, ou l'autorité, ou le bon goût, ou le type qui est sur le bon équilibre entre l'esprit et la lettre, et puis lui, il l'incarnait. Et alors, il y a eu des matchs qui ont mal viré, et celui qu'a pris Vincent, c'est un superbe exemple, parce qu'il a mal viré aussi, pas que, mais aussi à cause d'un arbitrage. Qu'est-ce qui s'est passé, Vincent, à Séville en 1982? Mais en fait, au niveau de l'arbitrage, il y a eu plusieurs époques. Il y a quand même il y a eu des époques. Aujourd'hui, on est dans une époque très politique, d'un arbitrage politique, mais de politique liée à l'ambition des arbitres eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut faire un arbitrage politique, il faut ne pas fâcher la commission qui désigne les arbitres pour les grands matchs, il faut faire une carrière qui gère les arrêts de jeu comme il faut, ne pas prendre de risques, ne pas siffler de penalty dans le temps additionnel, par exemple. Ça, c'est très important. Toujours donner la préférence à la défense dans le temps additionnel, jamais à l'attaque, pour avoir la paix, pour assurer les fins de match tranquilles. Mais à une époque, dans les années 60, 70 et 80, je pense que clairement, c'était la corruption qui présidait. Et au milieu, il y a une zone un peu grise. Et Charles Corver, l'arbitre néerlandais de France-Allemagne à Séville, il est dans une zone grise. Il n'est pas, je suis persuadé qu'il y a zéro corruption, mais il y a des choses qui se passent et qui se passent toujours en faveur des mêmes. Et ce jour-là, il doit expulser le gardien allemand Harald Schumacher pour sa violence extrême envers Battiston. Il doit beaucoup mieux
il doit beaucoup mieux contrôler ce match qu'il ne le fait. Et à la fin du match, dans la nuit, les joueurs rentrent en pleine nuit et les joueurs de l'équipe de France, à 2h du matin, arrivent à l'aéroport et voient M. Corvère au milieu des joueurs allemands, comme ça, avec une bière, tout le monde se tape sur l'épaule. Donc voilà, c'était une autre époque de l'arbitrage et qui pose un peu un problème. Récemment, un entraîneur français très connu m'a raconté cette anecdote qu'un club italien très connu avait appelé le patron des arbitres avant un match de Coupe d'Europe pour demander l'arbitre islandais. Et le patron des arbitres répond « Ah mais t'aurais dû me demander avant, le Real l'a déjà pris ». Donc voilà, c'est pour dire que c'est des zones un peu grises et un peu compliquées l'arbitrage. Mais c'est quand même, j'ai l'impression que c'est quand même plus facile dans le foot de taper sur l'arbitre. On tape un peu facilement sur l'arbitre. J'ai l'impression que le geste d'Hubert d'essayer de rendre hommage à un arbitre de qualité, c'est plus compliqué, non ? Ça a l'air plus compliqué. Quand même. Le problème, c'est toujours le mal aimé parce que le plus souvent c'est lui qui expulse ou c'est lui qui hache un match. C'est vrai que c'est un peu comme un politique qui ferait bien son boulot. S'il fait bien son boulot, ça passe, il fait bon vivre et on n'a pas forcément, on n'a même pas à le remercier parce que c'est juste pour ça qu'on paye des impôts. Et puis c'est juste normal. Oui, mais enfin, on problème remarque de quand il fait mal l'arbitrage. son boulot. Et l'arbitre, c'est pareil. Si un match se passe bien, après le match, on dira si ça s'est bien passé, c'est aussi grâce à l'arbitre qui a su ne pas arrêter à chaque fois qu'il fallait arrêter. Mais on le note pas, on le relève pas. Quoi. Mais le problème, Et c'est il n'y que a pas mais Ouais, c'est vrai que c'est un... Hubert, le problème, c'est c'est un que le rôle, plaisir de l'arbitre et le plaisir des spectateurs sont souvent contradictoires. Et voilà. C'est-à-dire, très franchement, quand au bout de 10 minutes, un arbitre sort un joueur, alors que le match était fantastique, au bout de 25 minutes, sort un joueur, que le match était fantastique, on sait que le match est terminé et que notre plaisir est interrompu. Et parce que c'est un vrai problème. Le crime de Colina, il en a fait un quand même dans sa vie. Finale de Coupe de l'UEFA 2004. Quand il sort Barthez. Valence, Marseille. Bien sûr, il sort Barthez ce jour-là. On est à la À milieu de la Göteborg. première mi-temps. Ouais. Barthez fauche un joueur. Bon, bah d'accord, et alors ? C'est le gardien de l'OM. Bon, enfin, tu vois, voilà, on pourrait. Voilà. C'est le dernier défenseur. C'est vrai que la loi exige que comme c'est le dernier défenseur et qu'il a fauché un joueur qui avait 95% de chance de marquer un but, Il voulait une seule tête, un seul chauve. Et il y a penalty. Et de chauve à chauve, peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que là, peut-être qu'à ce moment-là, il aurait pu se dire bon, j'essaie d'équilibrer l'esprit. Colina et la voulait lettre, être plus grand que les matchs et parfois. faire penalty, mais ne pas expulser Barthez. Résultat, Marseille perd. Merci de saluer mon côté sport, d'avoir choisi un arbitre qui a expulsé, à cause de qui on a perdu la Coupe d'Europe en 2004 quand même. Merci à vous deux. Il nous faut arriver vers la fin de cette émission. Mais avant de nous quitter, le dernier tir au but. Dernière séance de questions. Hubert. Alors là, du coup, une question Artus improvisée pour pour Vincent. justement ne pas risquer d'être accusé de quiz. Mais c'est une question piège et tu l'auras voulu, Vincent. Tu préfères un match de football sans arbitre ou alors avec un arbitrage vidéo ? Moi, je préfère un match avec un véritable arbitre et ça m'est égal qu'il se trompe. Ça fait des histoires à raconter. J'ai besoin de la légende. Je me fiche de la vidéo, en fait. La vidéo arrivera sans moi, mais en attendant, j'en ai pas besoin. Vincent, pour Artus. Pour Hubert. Non, mais j'ai pas. Je suis un peu coincé là. Je suis un peu coincé sur les arbitres. Pas toi. Un petit quiz peut-être. Pas toi. Un Allez, petit fais-moi quiz un facile. quiz, un quiz. Qui était le Nijinsky du sifflet? Les Brésiliens l'avaient nommé ainsi. En même temps, il a fini à Interville, hein, donc il faut relativiser. Mais... Parce que je pensais à celui qui a expulsé Barbosa en 50. Mais non, Non, c'est pas lui. c'est le Français Robert Wurtz qui courait à côté des joueurs et qui paraissait danser. Et les Brésiliens l'avaient appelé le Nijinsky du sifflet. Et il a effectivement fini à Interville. Comme quoi. Allez, un petit goal pour la fin. Italien, ça. C'est italien, ouais. Là, on est du côté de la radio italienne. On arrive à la fin de notre émission. Déjà, ces 45 minutes sont passées hyper vite. Merci Hubert, Artus et Vincent Merci Duluc. à vous. En fond sonore, on avait la bande-son, enfin des extraits de la bande-son du film Zidane, portrait du 21e siècle par Douglas Gordon et Philippe Parreno. Un match Real Madrid-Villarreal, 23 avril 2005. Et Vincent Duluc, vous me disiez, on va être tranquille, parce que Real, c'est tranquille, non hein? Le Real, il y a une belle ambiance 3 fois par an. Mais 3 fois sur 20. Et on va se quitter avec un chant du club Dalle Cavese, non? Vous connaissez ce club italien? Dalle Cavese. Non, pas du Tout tout. petit club italien, mais un chant que je pense vous connaissez.
celui-ci, c'est les chants qu'on retrouve à l'OM. Voilà, partout. voilà. On Sur se tous les stades. retrouve partout. Mais en fait, Sur tous les stades, voilà. tous les clubs ont les mêmes chants, en fait. Et tous les clubs ont les mêmes chants, et par exemple en ce moment il y a une espèce d'histoire à rebours du clapping, vous savez, le fait de frapper dans ses mains comme ça que font, Exactement. comme ont fait les Islandais. Et en fait on se rend compte que plus en ça, plus vite, en fait. pour l'instant on est remonté à 95, donc, mais je pense qu'on va remonter encore avant. On a un petit son clapping du lance. Exactement. Petit son, 30 secondes du lance. On l'écoute. Du lance. Ouais. Lance le faisait à Bollard, absolument. votre- Exactement. Ah ouais. Le stade Bollard, Jean-Baptiste. Exactement. Oui. On peut l'écouter peut-être. Il vient de loin celui-là, ce son-là, parce que les auditeurs et auditrices ne voient pas la tête du réalisateur, mais... Voilà, ouais, on était très court Ah ce oui, club. on a eu les deux Exactement. premiers matchs d'un clapping. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup Merci à Hubert Artus et Vincent Duluc. Je rappelle cette expo Nous sommes foot que vous avez visité bien entendu, hein, qui se tiendra jusqu'au 4 février 2018. Et puis il y a toute une série de rencontres voilà, en marge de cette exposition Soyons foot du 21 au 28 octobre, dont cette émission et puis d'autres rencontres, notamment dans les cafés des petits supporters, le Classico des Minots, le temps des archives, la croyance, le ballon et la foi, le Stadium. Stadium, c'est le nouveau spectacle de Mohamed El Khatib. Je ne sais pas si vous êtes Autour allé des le voir. Lensois, autour des des Lensois. supporters du RC Ouais. Lens, Il y a absolument. 60 supporters du RC Lens qui sont au plateau et qui racontent justement ce qu'est être supporter. Merci beaucoup. Merci Et à au très public, bientôt. Merci sans au qui nous ne public. serions rien. Exactement. Merci Jean-Baptiste pour la réalisation de cette émission. Radio Grenouille 88.8, www.radiogrenouille.com.